Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Le grand oral a débuté aujourd'hui pour les lycéens de terminale. C'est une nouveauté de la réforme du bac de Jean-Michel Blanquer. Alors, cette épreuve est-elle utile? Est-elle appréhendée par les élèves, mais aussi par les professeurs qui doivent les former? On en parle dans quelques instants. Initier les enfants à la cuisine, c'est tout l'enjeu du nouvel atelier ouvert au grand public par le Cordon Bleu Paris, dont nous recevrons les chefs dans quelques instants. Enfin, ce sera l'heure de remonter le temps avec Loïc Landreau. Et aujourd'hui, il vous racontera les tricheries les plus audacieuses du bac à travers les décennies. Mais tout de suite, on retrouve Mickaël Dos Santos pour l'actualité en bref. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. Alors on commence avec la fuite des professeurs du public vers le privé. Il s'appelle Camille, il a 28 ans, travaille en Seine-Saint-Denis et illustre parfaitement ce phénomène qui s'accentue. Comme beaucoup, cet enseignant, interrogé par le magazine Marianne, a choisi ce métier pour être utile, mais la réalité du terrain l'a vite fait déchanter. Il est dépité par le manque de moyens et de volonté de ses supérieurs et il a décidé de quitter le public pour rejoindre le privé. L'absence de soutien de sa hiérarchie face à un élève perturbateur a été l'un des éléments déclencheurs. Aujourd'hui, lui, comme d'autres professeurs d'ailleurs, loue les avantages du privé, choix de l'école contre affectation obligatoire dans le public, classe plus facile, mais surtout et encore des meilleurs salaires. Le privé qui n'a pas que toujours des avantages. Oui, Lilon, 19 ans, en est la preuve vivante sur le site de Parcoursup. Cette jeune étudiante de prépa a été placée sur liste d'attente pour toutes ses demandes de fac de médecine. Pourtant, il y a un an, elle a obtenu son bac avec mention. Alors selon la plateforme de vœux étudiants, le tri des dossiers s'effectue via des algorithmes que seuls les facs de médecine connaissent, ou en tout cas ces critères de sélection. Alors elle a été contactée, pas Lilou, mais un vice-doyen de faculté de médecine de Lille, c'est lui qui a été contacté, et vous allez voir, il s'est montré très transparent vis-à-vis de ces algorithmes. Écoutez. Le fait d'avoir fait une prépa la dessert, c'est évident, donne clairement la priorité aux néo-bacheliers. On avertit les lycéens qu'il n'est absolument pas justifié, voire même délétère, de faire une année blanche de type prépa avant de s'inscrire en passe. C'est des pompes à fric, voilà, pour parler vulgairement, c'est des choses qui coûtent quand même 5 à 6 000 euros par an. Les années de médecine sont déjà suffisamment longues pour que les étudiants rajoutent une année de prépa totalement inutile et d'ailleurs inégalitaire vis-à-vis des autres candidats. Il n'y a aucune raison que les néo-bacheliers de l'année perdent des places d'accès en passe sous prétexte que d'autres ont choisi de faire une année blanche. Et voilà, cette étudiante donc, a été placée sur liste d'attente pour les facs de médecine car elle a fait une prépa privée. Ironie du sort, cette même étudiante avait été acceptée dans 2 facultés au moment où elle a obtenu son bac. Sciences Po veut plus d'élèves des quartiers défavorisés. Dès la rentrée prochaine, la prestigieuse école va renforcer son dispositif d'accord avec les lycées de territoires défavorisés. Le nombre d'établissements partenaires va doubler et passer à 198. Idem pour le nombre de places offertes qui elles aussi vont doubler. Ils seront désormais 170 élèves à prétendre rejoindre Sciences Po. Créées il y a 21 ans, ces conventions ont permis d'accueillir près de 2400 élèves de territoires défavorisés. Elles permettent entre autres de diversifier le profil des étudiants qui viennent trop souvent de milieux aisés. Alors on termine avec l'épreuve du grand oral et les quelques erreurs à ne pas faire. Exactement, c'est le jour J. Depuis ce matin, jusqu'au 1er juillet, la plupart des lycéens vont passer cette épreuve, coefficient 10 pour la filière générale et 14 pour la filière techno, je le rappelle. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de passer ce grand oral, le site de l'étudiant a listé les erreurs à ne pas faire. Alors Virginie, tiens, est-ce que vous avez une petite idée des erreurs à ne pas faire devant ce jury pendant le grand oral? J'ai quelques idées, mais je ne sais pas. Déjà, ne pas trop bafouiller. Ne pas trop bafouiller, c'est vrai, ça ne fait pas partie de la liste, mais ça aurait pu, effectivement, on peut le rajouter. Il y a ne pas regarder les membres dans les yeux, les membres du jury, regarder ailleurs, il ne faut surtout pas le faire. Se dandiner, apprendre par cœur, faire trop long ou trop court, ou répondre par oui ou par non. Pour un petit exemple comme ça, très rapidement, ça donnerait quelque chose comme oui madame, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Mais attendez, c'est compliqué, c'est qu'on fait un grand oral avec des personnes qui nous posent des questions et on ne doit pas les regarder dans les yeux. Si, il faut les regarder dans les yeux. Il faut les regarder dans les yeux, bien sûr. Si vous les regardez à côté, ils vont un peu mal le prendre. Oui, tout me rassure, ça va, ça va, tout se passe bien. Merci mille fois, Mickaël. Pour faire simple, faites comme Virginie, voilà, elle est parfaite. Le grand oral. Ah non, ça sent la pommade à plein nez. Ça continue comme la semaine dernière. Oui, c'est ça. J'aurai jusqu'au bout ou pas? Même à la rentrée? Oui, tout le temps. Même avec le stylo? Bien sûr. Promis. Bien sûr. Promis, juré. À la rentrée, vous serez là? À la rentrée, je serai là avec ma pommade.
Quel escroc. Merci beaucoup, Mickaël. Alors, le grand oral, donc, ça a débuté aujourd'hui pour les élèves de terminale. C'est une des nouveautés de la réforme du bac et on en parle dans le grand JT d'éducation. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Isabelle Lorioz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère en orientation. Et face à vous, je peux dire un habitué maintenant, ça me fait plaisir. Julien Barret, bonjour. Pour la deuxième fois. Voilà, c'est ça. Enchanté. Ah, ravi. Enfin, enchanté, en deuxième fois, ça y est, on le sait. Linguiste, professeur et formateur en prise de parole. Les terminales passent donc le grand oral cette semaine. L'épreuve est une nouveauté de la réforme Blanquer. Donc, elle est censée permettre aux jeunes, évidemment, de mieux s'exprimer en public, de valoriser l'oral, évidemment, qui est très important pour la suite de leurs études et pour aussi, dans le monde professionnel. C'est souvent une matière, enfin du moins une épreuve qui est un peu oubliée, l'oral, dans le cursus scolaire. Julien Barret, vous êtes formateur en prise de parole. Vous saluez l'initiative, j'imagine ? Oui, bien sûr. Et c'est un constat qui est en général assez partagé, de dire qu'en France, il y a un déficit d'oral, de prise de parole dans l'enseignement. Je pense que vous serez d'accord avec ça. Et les gens qui sont à l'initiative du grand oral, donc qui reprend l'idée vaguement du grand oral de l'ENA qui disparaît simultanément en même temps que l'ENA qui ne s'appelle plus l'ENA. Voilà. On va s'y retrouver à peu près. Hein. On ne va pas tout compliquer dès le départ. Dans l'état d'esprit des gens qui sont à l'initiative, des gens de Sciences Po, Pierre Mathieu de Sciences Po Lille et Cyril Delay qui enseigne depuis longtemps l'art oratoire à Sciences Po Paris, dans leur esprit, il s'agit de revaloriser l'oral partant du constat que dans les études à la française, depuis longtemps, en fait depuis 100 ans, l'oral fait défaut. Il n'y a pas d'apprentissage autre que des récitations de poésie qui relèvent plus du psittacisme, pour utiliser un terme un peu compliqué, d'un truc de perroquet, de récitation répétitive. Et voilà, il s'agit vraiment de reprendre une tradition oubliée, puisque au tournant du 19e et du 20e siècle, la classe de rhétorique, c'était la classe de première. Depuis que les jésuites ont créé l'école, vous êtes la chaîne de l'école, donc l'école a été formalisée par les humanistes, les jésuites, etc. à la Renaissance. Depuis ce moment-là, jusqu'au début du XXe siècle, il y a eu un enseignement de la rhétorique, de l'art oratoire. Et alors pourquoi ça n'existe plus ? Ça n'existait plus. Pour plusieurs raisons, mais notamment pour une méfiance des gens du positivisme qui voulaient faire valoir la scientificité de l'écrit par rapport à l'oral, qui aussi relevait des salons bourgeois aristocrates, qui relevait de la religion, des prêches, etc. Il y a un certain nombre de raisons qui peuvent expliquer, et puis les romantiques avec cette idée de l'inspiration divine et non pas d'un formalisme, d'un apprentissage comme ça, soit de casuistique, c'est des choses de C'est-à-dire que l'oral était scolastique. lié plus effectivement à la religion et finalement au discours et à la rhétorique, au côté salon, davantage qu'au côté effectivement purement, je dirais, culturel et pratique, c'est ça ? Exactement. Et il y a un paradoxe, c'est la Révolution française, avec ses grands discours, ses orateurs, etc., qui correspond à la fois à une sorte de grand concours d'éloquence à ciel ouvert, avec des paroles de Danton, de Marat, etc. Et ce faisant, au moment de la Révolution, il y a une méfiance à l'égard de l'art oratoire, effectivement, qu'incarnent les salons bourgeois, le mot d'esprit tel qu'il est représenté dans le film Ridicule de Patrice Lecomte, où il y a une grande tradition oubliée, c'est les prêches au XVIIe siècle, en chair, Bossuet, Fénelon, tous ces orateurs qui sont représentés sur une fontaine, la fontaine Saint-Sulpice, à côté de laquelle vous avez votre bureau, représentent les prédicateurs du XVIIe siècle, Fléchier, ces prédicateurs qui incarnent la parole. Et donc la révolution laïque, républicaine, rompt avec cette tradition chrétienne du prêche et de la parole.
Alors, génial, ce grand oral qui arrive du coup maintenant. Enfin, je dis génial. J'espère que les élèves et étudiants le vivent bien. Est-ce que vous avez déjà des retours, vous, puisque vous êtes donc conseillère en orientation? J'imagine que vous suivez plein d'étudiants. Quelles sont les premières impressions déjà à l'annonce de ce grand oral? Et puis, aujourd'hui, peut-être pas, mais en tout cas, quelques jours Alors, avant. j'ai croisé en venant chez vous une jeune qui m'a raconté qu'elle sortait de son grand oral. Donc, j'ai déjà un tout petit peu les premières impressions qui sont globalement bonnes. Moi, je crois que les lycéens sont contents qu'on leur donne l'occasion de s'exercer de cette façon, de montrer en quoi est-ce qu'ils sont capables, d'argumenter, de faire valoir leurs idées, etc. C'est vrai que, comme vous le disiez très justement, ils sont habitués à des exercices très à l'écrit et que ça leur permet aussi de mettre en valeur leurs compétences d'une autre façon, puisque les seuls exercices qu'ils ont eu à présenter à l'oral jusqu'à présent, c'était l'oral du brevet à la fin du collège et puis leur oral de français, qui était du coup très cantonné, qui, même s'il est intéressant, est très cantonné à une discipline. Ils ont eu combien de temps pour se préparer à ce grand oral, les étudiants? Normalement, c'est un exercice qu'ils préparent quand même pendant une bonne partie de la terminale. Et quand vous dites normalement, parce que normalement c'est quand même tout nouveau ça. Oui, ça date de l'année dernière quand même. Ouais, voilà. Mais alors, les enseignants, en général, mettent surtout l'accent sur le grand oral, je dirais, les 3 derniers mois. Et leur donnent l'occasion... Mais ils critiquent justement le fait qu'il n'y ait pas assez de temps, non, pour préparer? Oui, alors ça, c'est un peu globalement une critique qu'on retrouve souvent chez les enseignants par rapport au temps de préparation global. Mais ce qui est vrai, c'est que il fallait qu'ils trouvent les sujets. Les enseignants, parfois, leur proposent des sujets ou c'est eux-mêmes qui proposent des sujets. Après, il y a quand même tout un travail de fond à faire. Et ça, c'est vrai que s'il y a un conseil à donner, c'est quand même indépendamment des qualités oratoires, de préparer évidemment bien le fond, avec les enseignements de spécialité qui sont liés au sujet à chaque fois. Et puis, de pouvoir s'entraîner quand même avant le jour J, c'est important pour maîtriser le stress. Qu'est-ce que vous avez eu comme retour, Julien Barret, justement, de ces étudiants qui préparaient le grand oral? Le choix, déjà, du sujet? Moi, je vois surtout des étudiants, j'ai vu des lycéens aussi, mais c'était plus dans un projet de chef-d'œuvre. C'est l'équivalent du grand oral. Là, j'ai suivi une classe de première et ensuite de terminale d'Oris Orangis, et on a fait un lexique des mots du 91. Et ils vont le défendre là. Mais en fait, c'est tout nouveau. Effectivement, génial, on n'a pas de retour. Je parlais avec Bertrand Perrier. Donc, je vous ai cité 2 noms là, des gens de Sciences Po qui sont à l'origine du grand oral. Bertrand Perrier, c'est l'avocat médiatique avec les petites lunettes rondes, qui est le spécialiste de l'éloquence et qui aussi participe à mettre en œuvre le grand oral. Lui, il trouve qu'il y a un bilan assez positif parce que, en gros, les élèves ont eu d'assez bonnes notes et il fait l'état, tout à fait comme vous, du fait que peut-être il y a une résistance des enseignants, mais beaucoup d'appétence, beaucoup de désir ou de curiosité de la part des jeunes, des lycéens. C'est difficile. J'appartiens aussi à une association, l'AFPAO, des formateurs en art oratoire. Et ils sont en train d'établir, au moment où on parle, une commission pour essayer de comprendre, de concevoir. Il n'y a pas eu encore vraiment de réflexion aboutie. C'est une expérimentation. Comme toute expérimentation, comme tout début, c'est normal, c'est un peu compliqué à mettre en place au départ. Et évidemment, on a une sorte de réticence à vouloir le faire bien. Et donc, comment réussir à le faire bien? J'imagine que c'est aussi ça, la réaction des profs, non? Oui, bien sûr. Puis c'est la 2e année que ça se passe. On n'a pas, évidemment, les profs n'ont pas pu être formés à la prise de parole, quand bien même ceux qui l'ont mis en place ont formé plein de gens. Il faut former les profs. Il faut faire entendre aux élèves la manière. Vous nous détaillerez peut-être les différentes étapes de l'épreuve elle-même, mais on est en phase de mise en place du grand oral au bac. C'est la 2e année. Ça va avoir lieu maintenant. Il faut se détendre un petit peu, puis on donnera des conseils sur comment ça se passe. En gros, c'est un oral. Donc, c'est pas de l'éloquence. Peut-être on parlera ça du concours d'éloquence. Il y a d'un côté le grand oral, la rhétorique, l'art oratoire, mais de manière décontractée, la parole telle qu'il y a une interaction, comme on parle là, et de l'autre, le concours d'éloquence. Mais ce n'est pas du tout ça dont il est question. Voilà, donc on va... Mais ce grand oral, justement, la manière de se préparer, c'est-à-dire qu'en fait, comment ça se passe pour les étudiants? On leur dit, vous prenez un sujet, vous avez 2 questions, vous le traitez, ça dure combien de minutes? Voilà, alors ça, donc chaque élève de terminale prépare 2 sujets en accord avec ses enseignants qui sont en rapport avec ses enseignements de spécialité. Après, quand il va arriver le jour J, l'épreuve dure donc 40 minutes. Il y a 20 minutes de préparation, parce que les enseignants vont choisir un des 2 sujets parmi ceux qui leur sont proposés. Qui leur a donc déjà en amont préparé. Bien sûr, qui ont déjà été préparés, mais il arrive sans aucune note. C'est aussi ça, une des difficultés de l'exercice. Donc 20 minutes de préparation
dans lequel on recommande d'avoir le plan. Et puis, à la suite de ça, il y a 5 minutes d'exposé qui sont suivies par 10 minutes de questions-réponses avec les enseignants et le jury, et qui se terminent par 5 minutes sur le projet d'orientation. Voilà, donc ce sont les différents temps de ce grand oral qui permettent de couvrir des choses en même temps un peu différentes. Alors, par rapport à la formation des professeurs, c'est vrai qu'on en parlait à l'instant, c'est un peu compliqué pour eux parce qu'on peut être très bon professeur de français, mais après, peut-être à l'oral, c'est compliqué de pouvoir former des élèves justement à la prise de parole à l'oral. Et puis, j'imagine dans d'autres spécialités, puisqu'on parlait d'autres spécialités, ça peut être quoi? Ça peut être la philo, ça peut être ça peut être toutes les spécialités, mais puisque vous parlez du prof de français, précisément, la classe de français, elle est née au début du XXe siècle, en 1902, et elle a fait suite à la classe de rhétorique. Et il y a un réformateur de l'enseignement à la fin du XIXe siècle qui s'appelle Gustave Lançon. Et voilà, à la suite de la Révolution, à la suite du romantisme, à la suite du positivisme, il a enlevé la rhétorique, où on écrivait des discours. Par exemple, à la classe de première, on disait, admettons qu'il y a un dialogue entre Platon et Aristote, et on écrivait le dialogue entre les deux, par exemple. Et puis on a substitué à ces discours qu'on écrivait, qui relevaient de l'éloquence, de l'oral, qu'on critiquait, des choses tangibles, écrites, la dissertation et le commentaire composé. Et c'est Gustave Lançon qui formalise ce truc très très français du commentaire de texte et de la dissertation, de la composition française. C'est ça le cours de français. C'est un cours où on écrit. C'est les cours de français qu'on a eus tous les trois. Et oui, bien sûr. Où qu'est-ce qu'on fait? On lit un texte de Balzac et on fait un commentaire composé. Tout est écrit. C'est la compréhension de texte. Il faut revenir vraiment à la base de la parole. C'est pas uniquement réciter. Alors, on peut faire intervenir des slameurs dans la classe, des comédiens, des avocats, des linguistes, etc. Mais il faut reprendre la langue en tant qu'elle est parole et plus juste support écrit. Et ça prend beaucoup de temps. Il faut tout changer, en fait. Alors, on parle de ce grand oral aussi comme effectivement autre marche, autre possibilité pour mieux appréhender la suite. La suite, c'est les études supérieures, mais c'est aussi les rendez-vous d'embauche pour les sociétés. Donc, comment ça se passe, vous, en tant que conseillère d'orientation, quand vous rencontrez ces élèves qui ont cet avenir devant eux? Alors moi, je pense que c'est une vraiment très bonne occasion qui leur est donnée d'exprimer devant des adultes leur projet d'orientation. Et puis ça les oblige à préparer ces 5 minutes dans lesquelles ils doivent dire comment est-ce qu'ils ont réfléchi à leur orientation, donc peut-être en première et en terminale, quelles ont été les démarches qu'ils ont faites, quelles questions se sont-ils posées, comment ont-ils trouvé leur voie et quels vœux ont-ils fait sur Parcoursup. Pour la plupart d'entre eux, ils ont déjà eu des réponses positives, donc il y en a vraiment à peu près 80% d'entre eux qui savent déjà à aujourd'hui ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Donc c'est une occasion de se mettre en valeur sur cette question de leur projet. Mais alors dans leur projet, c'était un projet de vie, un projet de métier, ou alors c'est aussi des prises de position? Parce que est-ce qu'on peut amener une prise de position, une opinion dans ce fameux grand oral? Est-ce qu'on peut être jugé aussi pour ça? Alors, moi, je pense que ce que je leur conseille de faire, c'est qu'ils peuvent tout à fait, selon leur sensibilité, affirmer assez haut et fort leurs opinions ou non. Je pense que beaucoup de choses sont acceptables à partir du moment où elles sont argumentées. La seule chose qui pourrait leur faire défaut, c'est d'asséner des opinions sans aucune argumentation derrière. Mais vous croyez dans la réalité, réellement, face à quelqu'un devant vous, si l'opinion n'est pas la même, vous ne pensez pas qu'il peut être saqué? Normalement, les adultes ont suffisamment de recul pour faire la part des choses. Dans le débat démocratique et républicain, c'est ça? Ça fait partie des objets. Il y a un débat, évidemment. Tout le monde ne trouve pas. Il y a une question qui se pose qui est intéressante, qui consiste à se demander est-ce que c'est plus juste, est-ce que c'est plus équitable et égalitaire, le grand oral? Il est intéressant de noter qu'à la disparition de cette classe de rhétorique, lorsqu'on a supprimé l'oral, la parole de l'école, on s'est dit que ça allait être beaucoup plus égalitaire, de supprimer la parole qui allait favoriser peut-être les classes plus aisées, bourgeoises, habituées, familières du discours, le beau parleur. Habituées parce que les salons, mais on n'est plus là-dedans. Peut-être que si, pour certains. Il y a toujours les beaux parleurs accoudés au comptoir qui sont capables de disserter de tout. Et peut-être, c'est un débat compliqué, en fait, puisque la vogue des concours d'éloquence, en tant que aussi le concours d'éloquence est amené en banlieue. Oui. J'ai fait partie d'Eloquentia, j'étais à Nanterre, je formais à la poésie, au slam, les jeunes qui préparaient le concours Eloquentia. Et ils sont nombreux à être très clients de cela. Hein. Et voilà, on peut faire venir cette éloquence qui était attachée à quelque chose de bourgeois dans ce qui est supposé être le lieu des classes populaires, la banlieue. Ça pose des questions de savoir
quand on a une discussion, est-ce que justement, vous disiez, est-ce qu'on a le droit de faire valoir ses opinions? Est-ce qu'on va être... en général, on peut supposer que les gens qui aiment prendre la parole seront plus avantagés. Il y a des gens qui sont plus avantagés naturellement. Mais si on travaille l'oral comme quelque chose, comme un exercice, comme, je sais pas moi, des gymnastes ou des gens qui font du piano font leur gamme, ça c'est la rhétorique. C'est la rhétorique qui n'est pas l'éloquence, c'est la méthode. Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées, et en particulier, selon Bertrand Perrier, non, ça ne promeut pas l'inégalité parce qu'ils ont eu plutôt des bonnes notes. Et peut-être parce que les profs sont plutôt sympas. Et peut-être parce que alors justement, la question se pose alors. Ils n'ont que des bonnes notes et que les profs sont plutôt sympas, pourquoi cette épreuve existe? Alors est-ce que ce serait juste un petit passage mais qui serait intelligent et nécessaire, bien sûr, pour pouvoir faire revenir l'oral? Mais est-ce que réellement, on en a besoin? Il est possible que le but de cette épreuve ne soit pas l'évaluation en premier lieu. C'est ça. Il est possible que cette épreuve, elle soit là pour remettre en place de l'oral, de la spontanéité, des interactions, le fait de pouvoir s'exprimer. Et ce serait là quelque chose de plutôt bienveillant et utile en général. Quel coefficient pour l'oral? Alors c'est un coefficient 10 sur un total de 100 pour le baccalauréat dans son ensemble. Pour le bac général? Voilà, pour le bac général. Et pour les bacs pro? Alors pour les bacs pro, il y a à ma connaissance pas de grand oral. En revanche, pour les bacs technologiques, c'est un coefficient de 14. Voilà, exactement. D'accord. D'accord. Mais alors, du coup, est-ce qu'on a ce sentiment quand même, puisque bon, c'est nouveau, enfin, ça fait 1 an, mais qu'on ne jette pas un peu les élèves dans la gueule du loup? Parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'oral, pour ceux, effectivement, pour qui ce n'est pas culturel au sein de la famille ou de l'entourage, pour ceux qui ont plus, effectivement, peut-être de timidité ou autre, comment faire pour les préparer? Parce que les professeurs ne sont pas forcément aussi préparés à ça. Formés, on peut être encore une fois très bon mathématicien et mauvais pédagogue, on peut être très bon prof de français et puis avoir des difficulté à amener son élève à la prise de parole. Comment on fait? Alors ça, c'est vrai que c'est une difficulté et je crois que les enseignants ont dit qu'ils n'avaient pas forcément eu assez d'heures parce que, par définition, c'est un exercice aussi pour lequel il faut s'entraîner individuellement. C'est-à-dire que l'oral, il faut le présenter seul devant un groupe ou devant un enseignant. Donc ça demande pas mal de temps quand vous avez une classe de 35 de préparer chacun. Ça, c'est sûr. Après, voilà, je pense que néanmoins, c'est un exercice qui ouvre des horizons quand même. Beaucoup d'élèves, moi, que je rencontre sont assez férus quand même de cette occasion qui leur est donnée de prendre la parole parce qu'ils ont été depuis des années beaucoup notés à l'écrit. Certains sont quelquefois un peu fâchés avec la langue, avec l'orthographe, etc. Et pour certains qui ont des difficultés avec l'écrit, le fait d'avoir cet espace, c'est aussi une façon de se mettre en valeur différemment. Et en tout cas, il me semble que c'est une occasion aussi qui est donnée, qu'on doit observer avec attention en tout cas et voir comment ça évolue. La question de la formation, justement, du temps, qu'est-ce que vous en pensez? La préparation à l'épreuve, il y a des choses, il y a des vidéos qui ont été faites sur Internet, dans les journaux. De manière générale, tous les formateurs en prise de parole vous donneront des trucs. Alors, il faut respirer, il faut prendre son temps, il faut laisser des silences. Mais grosso modo, il faut avoir préparé son sujet. Ça, c'est quelque chose... et puis, on n'est pas là pour lire un texte. On peut avoir juste des idées, les charnières des idées. On peut avoir une phrase au début, une phrase à la fin, et on arrive sur place et il faut être un petit peu détendu et concevoir l'oral tel que ce serait un échange tout ce que vous dites entre vous et moi, Julien Barret, franchement, c'est un peu utopique de penser qu'un élève qui arrive pour le grand oral va être dans cette aisance absolue. C'est-à-dire de se dire, ça va être un échange, ça va être super, j'ai pensé à ma phrase de début, ma phrase de fin. On sait très bien que c'est extrêmement difficile. Grosso modo, il faut préparer à mort, j'allais dire, pour utiliser ce vocabulaire. Et il faut que ce soit, de toute façon, toutes les prises de parole, quelles qu'elles soient. C'est pas que le grand oral. Et de toute façon, la troisième partie qui concerne le fait de se présenter, pas un projet professionnel, mais un projet personnel, ça consiste à parler de soi et à analyser un peu qui l'on est. Et ça, on va être amené à le faire tout le temps et on peut être déjà amené en tant que lycéen à le faire. Oui, mais ça peut être encore plus difficile, justement. Oui, mais il faut préparer, il faut savoir ce qu'on va dire. Là, on parle des professeurs qui, effectivement, pourraient avoir ce rôle-là. Et aussi, vous parlez des formateurs, justement, en prise de parole. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir pousser les établissements à faire appel, justement, à des formateurs extérieurs? J'imagine que c'est ce qui est... On parle quand même d'un sujet dont on connaît peu de choses, dont oui, mais c'est important, la plupart des gens connaissent peu de choses, et on a deux personnes ou plusieurs qui sont à l'origine de cette
épreuve du grand oral. Donc oui, le but, c'est que des professeurs soient formés à la prise de parole. Et donc, il va y avoir des formateurs de formateurs qui vont former les profs eux-mêmes vont former les élèves, mais tout ça, c'est de l'entraînement. Et aussi du mimétisme. C'est pas juste apprendre à parler, parce que apprendre à parler, et dans la vie, on regarde ses parents, et puis on fait pareil aussi. Même, moi, je faisais du ping-pong en compétition, et les entraîneurs, ils m'apprenaient pas les gestes, je regardais comment ça se passe. Donc, on regarde les avocats. Pendant longtemps, ils n'avaient pas de formation. Ils allaient aux audiences pour voir plaider. Bien sûr. On écoute. C'est fascinant d'ailleurs. Tout le monde prend la parole. Vous prenez la parole, les profs prennent la parole, les avocats, les hommes politiques, les stand-uppers, le rap, la chanson, le slam. Il faut regarder et analyser toutes ces prises de parole et par mimétisme se les approprier. En tout cas, c'était le modèle ancien de s'approprier quelque chose par mimétisme. Est-ce que vous connaissez les quelques erreurs, du moins à ne pas faire pour ce fameux grand oral, pour tous les jeunes qui nous regardent, et pour aussi les parents d'ailleurs, parce qu'ils sont quand même derrière eux, en essayant de les motiver, pas qu'ils aient très d'avantages? Peut-être pour donner quelques conseils, moi, la première chose que je dirais bien, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est de bien travailler le fond. On ne peut pas arriver à l'aise à un endroit où on va faire un exposé si on n'est pas vraiment à l'aise avec son sujet. Donc moi, j'aurais tendance à dire vraiment, je travaille bien le fond. L'autre conseil, moi, que je donne volontiers, c'est de s'entraîner, voilà, de réquisitionner les frères et sœurs, les parents, etc. Parce que plus on aura déroulé son exposé, au moins pour cette partie exposée, plus on sera quand même à l'aise pour le faire. Et puis peut-être la dernière chose, mais ça rejoint aussi ce qui a été dit, c'est peut-être un peu des exercices pour se relaxer, parce que c'est vrai qu'il y a un niveau de stress un peu maximum avec l'oral, ça on le sait bien, souvent encore plus qu'avec l'écrit. Donc peut-être les exercices qu'en général ils connaissent de respiration et voilà, aident à arriver peut-être un peu plus serein devant le jury. De votre côté, il faut faire des phrases simples, intelligibles, il faut comprendre ce qu'on dit, pas essayer de chercher à impressionner. C'est pas de l'éloquence. Le concours d'éloquence qui est critiqué notamment aussi par des universitaires, des linguistes, parce que ce serait plus se faire valoir soi dans une société de consommation et tout ça, briller par le bon mot. C'est pas ça du tout dans l'esprit de ceux qui l'ont créé, le grand oral. C'est vraiment de parler, de dire un message avec des phrases simples. Et il y a des trucs qui existent. Vous pouvez par exemple utiliser la question oratoire, c'est-à-dire vous vous posez vous-même des questions. J'ai fait des petites vidéos avec le Robert sur YouTube, ça s'appelle Figurez-vous. Il y a un petit épisode où je parle de la question oratoire. Donc vous dites, par exemple, mais cette question est-elle vraiment importante? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait un peu homme politique, mais en gros, parlez simplement, laissez des silences, respirez, et puis pensez à ce que vous dites de manière simple, de telle sorte que la personne en face comprenne tout ce que vous dites. Je prends des notes pour la télé. Attends, je note, Julien Barré. Mais on peut vous regarder aussi pour préparer le grand oral. Non, je crois que je ne suis pas la bonne personne. Mais en revanche, effectivement, faire appel à l'un d'entre vous, ça c'est certain, et de tous ceux qui peuvent proposer des formations en prise de parole. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler du grand oral, parce que c'est un sacré moment pour tous nos bacheliers cette semaine, et puis pour tous, effectivement, les étudiants à venir. Merci Isabelle Orioz d'avoir été avec nous, conseillère en orientation, et merci Julien Barret, linguiste, professeur et formateur de prise de parole en public. Redites-moi juste les petites vidéos, on les trouve sur YouTube, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Figurez-vous, c'est en collaboration avec le Robert, le dictionnaire. Génial, merci. Restez avec nous, on revient tout de suite après ça. De retour sur le plateau du Grand JT de l'Éducation, je suis ravie d'accueillir deux chefs, Patrick Kals et Alexandra Didier, qui viennent aujourd'hui nous présenter les nouveaux ateliers culinaires à l'Institut Le Cordon Bleu à Paris. Bonjour les chefs. Bonjour. Bonjour. Oh là là, c'est merveilleux, c'est consensuel, c'est superbe, c'est en même temps. Alors vous proposez un atelier pour les 8-12 ans, les petits cordons bleus. Expliquez-nous comment ça va se passer ces ateliers. En fait, on les reçoit dans une cuisine de professionnels, de façon à leur montrer un petit peu le métier de la cuisine ou de la pâtisserie, des gestes techniques professionnels, mais qui sont abordés avec plus de douceur, puisqu'ils sont quand même là pour découvrir un métier. Et on fait ça avec beaucoup de patience, forcément.
on sent effectivement, peut-être probablement la maman, ou en tout cas celle qui a eu l'habitude effectivement avec les enfants. Racontez-moi d'abord votre parcours et on va y venir justement à ce que vous proposez précisément dans ces ateliers. D'abord, vous, Alexandra Didier, comment ça a commencé cette passion de la cuisine? À quel moment? Alors, déjà, moi, c'est une longue histoire, donc je vais essayer de faire court. Je suis d'origine ukrainienne et je suis venue en France pour faire mes études. Et puis, forcément, je suis tombée amoureuse de la cuisine française, de la gastronomie française. Et donc, c'est comme ça, voilà, mon parcours a été ensuite suivi dans plusieurs restaurants. Et une des plus grandes expériences, c'était au restaurant Georges V. Donc voilà, 7 ans, 7 belles années. Et effectivement, avec la grande exigence, comme on connaît dans les grandes maisons étoilées. Et puis ensuite, j'ai voulu toujours partager cette expérience que moi, personnellement, j'ai eue typiquement à l'Institut Le Cordon Bleu Paris, qui est un institut ouvert à tout public et où nous avons énormément de nationalités, des gens qui viennent du monde entier. Mais est-ce que petite, vous aviez cette passion de la cuisine, par exemple, avec vos parents ou, je sais pas, votre grand-mère, votre entourage? Est-ce qu'à 5, 8, 6 ans, par exemple, vous adoriez faire des gâteaux au chocolat? Ah oui, complètement, bien sûr. Et puis, surtout, alors, effectivement, j'adore la partie sucrée, mais aussi la partie salée. Et puis, chez nous, il y a toujours, ça vient de génération, donc la grand-mère qui cuisine, en plus, nous, on avait un grand potager, donc on faisait toujours beaucoup de confitures, par exemple. Donc, j'avais toujours mes mains dans les fraises à faire les confitures avec ma grand-mère ou avec ma mère. Donc voilà, c'est un peu le suivi de toutes les générations. Et de votre côté, alors, Patrick Cals, ça a démarré à quel âge, cette passion? À l'âge de 5 ans. Ah. À 5 ans, je savais déjà que je voulais mettre le chapeau du chef, la veste. Et donc voilà, ça a été ma première option. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était très affectueuse et avec qui j'adorais traîner. Et comme à l'époque, c'était beaucoup de marchés, des produits frais, c'était là où j'ai commencé à mettre les mains ici dans la cuisine. Donc j'ai pu manger, j'ai encore des bons plaisirs quand je mange un petit pois sur une table qui traîne frais parce que ça me rapproche à ce jeune temps. Et voilà, après j'avais une maman qui cuisinait beaucoup, donc je viens d'une famille qui n'était pas du tout dans la cuisine, mais j'avais cette passion qui arrivait très tôt. Et voilà, je suis aujourd'hui dans l'enseignement aussi, puisque j'aime transmettre ce que je vis. J'ai fait un parcours un peu différent dans le sens où j'ai touché autant à la cuisine qu'au sucré et parfois aussi en traiteur. Et aujourd'hui l'enseignement, pourquoi? Parce que c'était ce plaisir de traverser le monde grâce à l'Institut du Cordon Bleu et de pouvoir mettre au service ce que je connais. Alors justement, vous dites, non pas innocemment, un petit pois frais, parce que oui, les petits pois à la cantine, c'est un peu la désolation. C'est comme la fameuse macédoine dont je parle toujours et qui revient souvent dans la cantoche. On se demande toujours pourquoi c'est là. Le petit pois, c'est absolument merveilleux comme légume. On adore ça, mais à condition effectivement qu'il soit frais, qu'il soit bien travaillé. Et est-ce que c'est aussi ça que vous avez envie de transmettre aux enfants? Cette passion, vous parlez de potager aussi, Alexandra Didier, cette passion du produit, des légumes, des fruits, de nos vergers, de la culture, finalement, de la gastronomie française. L'éducation, c'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes enfants, ou même de plus grands enfants, qui n'ont plus envie de manger de bonnes choses, ou ne prennent plus le temps de manger. Et grâce à l'Institut, c'est ça, c'est qu'on cherche à redonner le plaisir de valeurs simples. On a un magnifique potager sur le toit qui nous permet aussi de faire découvrir des légumes qui sont en saison à leur meilleur niveau. Et voilà. On peut montrer d'ailleurs comment pousse une tomate, comment pousse actuellement. On a les fleurs de courgettes par exemple, et tout ça c'est en direct et ça les intrigue et ils voient vraiment comment poussent tous les légumes et ils peuvent goûter même en direct. Alors, ils voient les légumes, les fruits, et en même temps, vous leur faites effectivement apprendre les gestes d'un cuisinier, d'un pâtissier. Comment se passent ces ateliers? Ça se passe très difficilement parce que en fait, c'est déjà des personnes qui sont pas très grandes. On est sur du mobilier qui est adapté pour des personnes déjà d'une certaine taille. Mais généralement, ils aiment bien ce côté où ils sont dans le monde de grandes personnes.
Et après, c'est de les mettre un peu en sécurité par rapport à des couteaux, des choses comme ça, parce que forcément, on ne peut pas les laisser libres avec tous les gestes qui peuvent être dangereux, mais ils sont encadrés par nos élèves qui sont avec nous, qui ont cette bienveillance, qui viennent de différentes cultures, donc qui ont cet esprit ouvert, une découverte. Et en général, ça se passe toujours très bien parce qu'à la finalité, ils ont sorti quelque chose qui a été encadré, mais qui vient de leurs mains, et ils ont une fierté de ramener ça aux parents en général. Est-ce qu'ils vous plus disent... avec la top. Oui, en plus, effectivement. Est-ce qu'ils vous disent que c'est quand même meilleur qu'à la cantoche ou finalement, vous avez des bons retours sur les cantines scolaires? Alors, je laisse parler en premier. La vérité, je veux la vérité. Alors, la vérité, généralement, ils disent « c'est bon », alors que généralement, par exemple, ils n'aiment pas les épinards. Et quand c'est fait avec les chefs, ils aiment quand même. Vous pensez que c'est possible d'avoir une cantine scolaire qui soit à la fois avec des produits locaux, qui soit pas cher pour les familles, ou en tout cas il y a eu les projets, je ne sais pas si vous avez suivi, de la cantine à 1 € qui a été lancée là avec Jean-Michel Blanquer. Et donc, est-ce que vous pensez que cette cantine-là, elle peut évoluer aussi intelligemment avec des produits locaux, donc si possible pas trop loin, avec des produits de saison qui sont bien travaillés pour pouvoir justement... essayer d'éduquer les enfants, peu importe l'âge d'ailleurs, au goût? On doit se à donner ce bon produit aux jeunes générations qui arrivent. Et c'est vrai que la difficulté, c'est toujours pareil, entre le producteur qui est proche et la personne qui va le transformer pour le mettre dans l'assiette des enfants. Il faut que ça soit quelqu'un qui soit dans la passion, qui ne soit pas derrière un fourneau juste parce qu'il fait un métier quelconque. Donc il faut quand même cette passion qui soit là pour faire l'échange et le lien entre les différents acteurs. De l'assiette jusqu'à la personne qui a travaillé dans les champs. Et je vais même faire un petit ajout. Notre directeur de l'Institut Le Cordon Bleu, chef Eric Briffard, qui est meilleur ouvrier de France, lui, il travaille aussi beaucoup sur différents projets, justement, où on essaie de se rapprocher, puisque notre institut aussi fait partie de Collège culinaire de France, où on essaye de travailler, alors déjà on va travailler sur les saisonnalités et avec les producteurs locaux où il y a les rencontres entre les mères, les écoles, parce que ça commence par là, ça commence par l'enfance, où on essaye de leur apprendre ce que c'est un vrai produit et justement le but de travailler avec les produits locaux et les producteurs locaux. Donc voilà, c'est en cours, voilà, il y a plein de beaux projets qui vont être en cours, mais le but y est en tout cas. Oui, évidemment, le but y est. Alors, c'est génial d'apprendre aux enfants, mais si le problème, s'ils reviennent à la maison et qu'ils continuent de mal manger, ou en tout cas de ne pas s'éduquer à la pluralité, de la diversité des produits qu'on a ici en France, eh bien, malheureusement, c'est dommage parce que le goût se perd et l'initiation aussi. Alors, est-ce que, justement, vous proposez ces cours-là, ces ateliers-là, aussi aux plus grands, aux parents ? On fait effectivement un duo entre parents-enfants de façon à faire partager déjà une expérience en famille et de pouvoir justement donner aussi cette transmission et cette envie de cuisiner qui peut être parfois un peu oubliée par les vies qu'on a tous, je dirais surtout à Paris, parce qu'on est dans des vies qui sont quand même assez fatigantes, où parfois on pourrait négliger le moment le plus important, le repas. Donc voilà, grâce à ces moments de partage, c'est retrouver du plaisir par notre enfance, par des gestes simples, par des goûts qu'on va faire découvrir ou qu'on va refaire découvrir à des personnes qui pourraient l'oublier. Et tout ça, c'est une continuité, que ça passe de l'éducation de la famille, de l'éducation dans les écoles ou par le côté cuisine comme ici, où on veut encore refaire découvrir les plaisirs de mettre un doigt dans une ganache ou dans une sauce, même si c'est interdit pour le côté hygiénique, où c'est mieux de prendre une cuillère, mais les enfants adorent ça. Bah oui, évidemment, on l'a tous fait. Hein, quand on fait un gâteau au chocolat, mousse au chocolat, de racler le doigt. Mais ce qui est génial, en fait, dans cette transmission, finalement, du savoir et de l'envie, vous parliez du temps. En fait, personne n'a vraiment le temps de cuisiner, mais le temps, ça se prend quand c'est un vrai plaisir, quand c'est une vocation comme la vôtre, évidemment, mais quand c'est un plaisir aussi pour nous tous. Moi qui adore la cuisine, qui adore cuisiner et manger, qui adore découvrir, finalement, ce temps, je le trouve. Alors, est-ce que c'est pas aussi de l'éducation à cela, se dire à un moment, en plus c'est tellement culturel la cuisine en France. Donc est-ce que c'est aussi votre fer de lance, votre motivation à expliquer aux enfants qu'il faut redécouvrir la cuisine aujourd'hui? À toi de jouer. Complètement. Alors déjà, bien sûr,
on les initie, comme on a dit déjà pendant nos ateliers. Et puis surtout aussi, par exemple, on leur explique, mais on a parlé du toit tout à l'heure, mais aussi d'aller par exemple au marché et découvrir les produits frais au marché et de goûter justement, de prendre ce plaisir parce qu'il y a plein de découvertes à faire. Et donc on commence aussi par ça, et dans nos ateliers justement, même si on a une recette toujours à expliquer, à suivre, mais on va toujours essayer d'enrichir leur expérience et de rajouter toujours des petites astuces ou des petits plus, donc en prenant son temps. Alors, mais plus comme un plaisir. Alors le Cordon Bleu, l'Institut existe depuis 1895 quand même, formidable, et doit également sa réputation aux formations qu'elle dispense aussi aux étudiants étrangers, et je crois qu'ils sont assez nombreux à venir. Et en plus, vous innovez, car je vois que vous avez été récompensé par le prix de l'enseignement culinaire vegan pour une nouvelle formation pâtissière. Vous me dites un mot dessus? Alors les pâtissiers en parleraient beaucoup mieux que nous. Mais c'est vrai qu'on a cette envie, je parle pour les pâtissiers, de faire en sorte que la pâtisserie soit plus actualisée, qu'elle soit moins sucrée, qu'on fasse attention au bien manger. Et c'est vrai que grâce à ça, ils ont monté des programmes où on retrouve le vrai plaisir de la pâtisserie sans passer par des produits qui soient trop riches et qui puissent être, pour certains, difficiles à accumuler au niveau de la santé. Donc, tout en restant gourmand. Voilà, ça reste très gourmand et ça donne encore envie. Et parfois, on découvre même de la pâtisserie qui est très très bonne en se disant mais bon, il n'y a pas autant de sucre qu'on l'imagine et c'est pourtant très bon, quoi. C'est vrai que quand je dis aux gens qui m'entourent que dans la mousse au chocolat, je ne mets pas de sucre, ils sont toujours très étonnés. Mais finalement, on n'en a pas besoin. On est d'accord? Non, ce chocolat est bon. Exactement. Voilà. On vient toujours au produit. C'est vrai, toujours au produit, c'est l'essentiel. Merci mille fois d'avoir été avec nous, chef Alexandra Didier et chef Patrick Cals. Merci mille fois. Et je vous invite à foncer aux ateliers Les Petits Cordons Bleus, c'est génial. Et les cordons bleus tout court, parce que c'est aussi pour les adultes. Donc, exactement. Moi, je viens quand vous voulez. Hein. On vous attend, la porte est ouverte. Vous nous faites signe et tout, et on débarque. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Et tout de suite, c'est la chronique de Loïc Landreau avec Michael Dos Santos. Michael, ravi de vous retrouver. Est-ce que vous avez déjà, je sais c'est la question à l'écage, est-ce que vous avez déjà triché à l'école? Est-ce qu'on peut tout dire? Oui. Oui, et c'était pas à l'école, c'était même à la fac et c'était en partiel de droit. J'ai honte de le dire, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, j'ai eu mon diplôme depuis, donc voilà, j'embrasse la fac. Je peux pas tout dire, mais enfin si, allons-y. J'avais quelques annotations sur mon code civil. Voilà, j'embrasse bien sûr la fac qui nous regarde. Surtout, on va surtout appeler en fait ceux qui nous dirigent pour revoir votre contrat. Non. Ah si. Non, ne vous inquiétez pas parce que je suis journaliste aujourd'hui, même si ça ne se voit pas toujours. Et à l'époque, c'était du droit, donc je ne suis pas juriste, je ne crains rien. Évidemment, je plaisante. Cher Loïc, bonjour. Bonjour. Et bien justement, incroyable, quelle transition, nous allons parler des tricheries. Et oui, effectivement, parce que vous êtes fous, vous, hein. Ça va, le retour de bâton va être difficile. Non, je plaisante évidemment, mais s'il vous plaît, chez vous, les amis, ne le faites pas. Ne trichez pas. Déjà, c'est mal, moralement, je veux dire. Mais surtout, vous risquez très, très gros. Quand même, c'est un délit. C'est un délit depuis la loi du 23 décembre 1901. Et il y a à la fois des sanctions administratives et pénales. Administratives, c'est le blâme, on le connaît tous. Interdiction de se présenter à un examen pendant 5 ans, voire interdiction de s'inscrire dans une université publique pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'on vous autorise à repasser le bac, mais si vous l'avez pendant 5 ans, vous ne pouvez pas entrer en université. Ah oui, quand même. Voilà, donc ça c'est administratif. Pénal maintenant, 3 ans de prison, 45 000 € d'amende pour faux et usage de faux. Alors, est-ce que je peux revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai strictement rien fait, c'était bien sûr pour les besoins de l'émission. C'était pour la blague, évidemment. Jusqu'à 3 ans de prison et 50 000 € d'amende pour falsification de documents et jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende pour substitution d'identité lors des épreuves. Donc, ça dépend le mode de triche que vous choisissez. Mais voilà, la vie est trop courte pour se la bousiller comme ça. Je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et alors, comme je sais à quel point vous aimez l'histoire, l'histoire de France, l'histoire de toute... voilà. Oui, de l'éducation aussi. De l'éducation de manière générale. Avant, comment ça se passait? Est-ce que les tricheries ont toujours existé? Écoutez, depuis que le monde est monde, ou plutôt depuis que le bac est bac, évidemment, les élèves ont chopé comment on appelle ça, les petits trous, quoi. Les astuces, les petits trous dans le système pour tricher, bien évidemment. Surtout que lorsque ce diplôme est restauré par Napoléon Ier en 1808, l'organisation
et pas au top. Hein. Par exemple, on passe pas le bac à une date qui est fixée pour toute la France. Donc c'est chaque académie en fait qui dit moi je le passe le 16 juin, moi je le passe le 2 juillet, etc. etc. Du coup, les examinateurs, quand ils recevaient des candidats, ils leur disaient est-ce que vous pouvez jurer, c'est la droite, on voit bien, j'allais sur la gauche direct, vous avez vu, est-ce que vous pouvez jurer que vous n'avez pas passé déjà le bac dans une autre académie? Qu'est-ce qu'ils faisaient les candidats? Vous croyez qu'ils disaient la vérité? Évidemment non, ils mentaient. Donc ils disaient oui. Ils ne mentaient pas quand même. Promis. Il y en avait quand même beaucoup, donc ils disaient oui, promis, juré, craché, je ne fais le bac que chez vous. Et en fait, évidemment, ils allaient d'académie en académie pour passer le bac et maximiser leurs chances. Et donc les tricheries commencent même à se professionnaliser à ce moment-là ou pas? Oui. Alors sinon, c'est académie en académie. Oui. Qui crée un réseau? Oui, non, mais il y a des gens qui ont eu plein d'idées. Il y avait déjà WhatsApp à l'époque. C'est pas mal, hein, vous avez vu. Ça s'appelle les passeurs. On est en 1840-1850. À cette époque-là, la carte d'identité, la photo d'identité n'existe pas encore. Le livret scolaire non plus. Du coup, les familles fortunées, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles payaient des jeunes gens très cultivés, surentraînés, pour les mettre à la place de leurs rejetons, tout simplement. Donc, il leur suffisait d'imiter la signature de leur candidat, client, hein. Parce qu'en fait, à l'époque, il suffisait juste de signer, on comparait la signature au registre de la mairie et ça suffisait. Donc il suffisait d'imiter un petit peu bien et c'était bon. Et c'était même devenu un métier puisque ces passeurs pouvaient gagner jusqu'à 1200 francs. À l'époque, c'est énorme, c'est l'équivalent de 4500 € aujourd'hui. C'est incroyable. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup et c'est une pratique qui sera enrayée en 1923 avec l'apparition de la photo d'identité et la possibilité pour les examinateurs, évidemment, de contrôler que ce soit bien la bonne personne qui soit face à eux, quoi, bien sûr. Alors, j'ai entendu parler des versionnaires. Ah oui, racontez-moi ce que c'est que les versionnaires. Génial. Alors, les versionnaires, ce sont des spécialistes de la version. La version, c'est une traduction entre le latin et le français. C'est l'une des grandes épreuves à l'époque du bac. Sûr. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se faisaient inscrire en même temps que leur candidat client. Ils s'asseyaient juste à côté, sur la table d'à côté. Ils faisaient leur version tranquille pendant les 2 heures. Donc, ils travaillaient, sauf que eux, c'est des spécialistes. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et à la fin de l'épreuve, discrètement, pendant qu'il y avait un peu d'agitation, hop, on échangeait la version avec le candidat client, donc du coup, c'est pour ça qu'on les appelle les versionnaires, parce qu'ils changeaient de version. Donc le candidat client, lui, il avait la bonne version faite par un professionnel, et le professionnel, lui, il n'avait pas son bac, mais il s'en foutait, puisque c'était son... Mais on pouvait s'inscrire comme ça, de manière libre, tout à fait. Oui, alors de manière libre, oui et non, il fallait avoir suivi quand même le lycée, mais lui, en tout cas, ce monsieur-là, ce versionnaire, il pouvait, par des petits moyens, s'inscrire néanmoins quand il voulait. Et est-ce qu'il s'est fait attraper, alors, finalement? Un jour, la technique, quand même, a commencé à se savoir. Surtout qu'il y a eu des réseaux de triche, c'était presque une mafia, c'est-à-dire qu'il y avait même des petites écoles qui se fondaient dans des appartements où on entraînait les versionnaires, on entraînait les passeurs à passer le bac pour d'autres, donc c'était incroyable. Beaucoup d'entre eux, bien sûr, ont été arrêtés, condamnés à 2 ans de prison ferme. Alors aujourd'hui, on se dit 2 ans, c'est pas beaucoup, sauf que en 1850, je peux vous dire que la prison, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas la télé, il n'y a pas le téléphone et il n'y a pas des haltères dans la cour. On s'y embêtait un petit peu plus que maintenant. Et puis il y avait beaucoup de fortes amendes aussi. Enfin, 2 ans de prison, on ne veut pas les faire. Non, on ne les prend pas non plus. Hein, mais D'autres exemples aussi de tricherie? Le soudoiement des professeurs, le bon vieux pot de vin qui nous vient de la nuit des temps. Alors là, c'est très simple, une petite lettre. Bonjour monsieur l'examinateur, comment allez-vous? Dans la petite lettre, il y a des petits bifetons. Et puis on dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être gentil avec mon rejeton? Parce que, quand même, ce serait bien qu'il ait le bac. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'anonymat des copies a été mis en place au tout début du XXe siècle. Parce que forcément, si on ne sait pas qui on corrige, on ne peut pas prendre de pot de vin. Et puis surtout, il n'y a pas de discrimination en fonction du nom de famille. Oui, aussi, mais ça, c'est venu après. Mais en tout cas, pour la première fois, c'était pour les pots de vin. Incroyable. Le pot de vin, d'ailleurs, ce que vous m'avez donné pour pouvoir faire partie de cette émission. Exactement, évidemment, ça me coûte un pognon d'être ici. C'est extraordinaire. Moi, j'ai que de la pommade, moi. Entre l'un qui triche et l'autre qui soudoie. Des anecdotes, j'en veux encore. Oui, alors, on revient plus proche de nous. Oui. Année 2000, il y a 3 lycéens de Neuilly-sur-Seine qui arrivent à acheter les sujets du bac pour 10 000 francs le sujet. C'est 1500 € actuels. En fait, ils avaient appris qu'il y avait un commerçant de l'Ouest parisien qui avait récupéré les sujets de l'Académie de Versailles. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une collecte auprès de tous les lycéens de leur établissement, les plus riches évidemment, ils ont tout acheté. Et ensuite, évidemment, ils ont partagé les sujets à tous les investisseurs. Sauf que ce qui est drôle, c'est que parmi le trio, la tête pensante, il y en a quand même un, malgré tous les sujets qu'il avait en avance, il a eu au rattrapage, le gars.
C'est pas vrai. Bah si. Il a quand même eu au rattrapage, donc comme quoi... C'était quel lycée? On a le nom du lycée? Non, on dit pas. Non, on dit pas. Mais c'est juste pour savoir si c'était le mien. Voilà, non, pas du tout. Voilà, vous étiez à Neuilly-sur-Seine, vous? Oui, c'est pour ça. Je me demandais si c'était pas moi qui faisais partie des élèves. Peut-être que c'est votre histoire. Oui, donc tricher à la fois au bac et à la fois... C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est une catastrophe. Oui, c'est une cata. Je vous assure qu'il y a des gens compétents et doués dans cette émission. Il y en a une surtout. Évidemment que c'est une blague. Une petite dernière. Oui, 2013, lycée privé Bossuet-Notre-Dame à Paris. Il y a une candidate qui arrive à l'épreuve d'anglais. Jusque-là, elle ressemble à n'importe quelle adolescente. Elle a des sneakers, elle a un petit jean taille basse, elle a du maquillage travaillé, tout ça. Sauf qu'elle a 52 ans. Voilà. Donc... Voilà, au début, en fait, il n'y a pas trop de problèmes parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent là pour passer le bac en candidat libre. Et il y en a beaucoup qui peuvent avoir même une soixantaine, voire 70, 90 ans. Donc au début, ça n'attire pas trop l'attention. Et puis quand même, après ces 2 heures où elle fait son épreuve d'anglais, il y a l'examinateur qui prend la carte d'identité et puis dit mais c'est pas vous. Et en fait, c'était la maman qui était venue passer l'épreuve d'anglais à la place de sa fille. Et donc, forcément, quand ils s'en sont rendus compte, la police est arrivée. Ils l'ont gentiment escortée jusqu'au commissariat du 10e. Et elle a passé un mauvais moment, dirons-nous. Un mauvais moment, carrément? Elle a été condamnée, évidemment. Là, c'est usurpation d'identité. Elle pensait vraiment passer inaperçue. Justement, elle s'est dit, sachant qu'il y a des candidats libres et qu'on peut y aller jusqu'à ce que, mort s'en suive, elle s'est dit, tentons, mais... D'autres perles comme ça? Oui, alors ça, c'est génial. Je vous ai sorti quand même les perles du bac 2021 pour finir. Écoutez ça quand même. Galilée a été condamné à mort parce qu'il est le premier à avoir fait tourner la Terre. Pas mal, ça. Pas mal. Si, c'était la capitale de l'Espagne, c'est l'Argentine. C'est ce qui a été écrit. Une autre perle, d'après le philosophe Kim Nam-joon. Alors, moi, je connais Kim Jong-un. Il n'est pas connu pour être un philosophe. Enfin, moi, je le connais pas pour cette qualité-là. Il a une certaine philosophie, mais c'est pas la nôtre. Ni celle du monde entier en règle générale. Et alors, un petit dernier, parce que c'est quand même incroyable. À la fin d'une copie, quelqu'un a écrit « J'ai plus d'encre ». Et ça n'avait rien à voir avec le sujet. C'est juste que, concrètement, le gars n'avait plus d'encre, donc son stylo à plume. Donc, pragmatique, il a juste dit « J'ai plus d'encre » pour dire à l'examinateur « J'ai pas pu écrire plus ». C'est fantastique. C'est quand même comme s'il ne pouvait pas se faire prêter un stylo, évidemment. Donc, les perles du bac, c'est assez incroyable. Merci beaucoup, Louis. Et donc, on triche depuis la nuit des temps. N'est-ce pas, monsieur Dos Santos? Pas du tout. Non, pas du tout. La police vous attend à l'extérieur du studio. Écoutez, on adore la police. Voilà, on les embrasse. Merci, Loïc. Merci. Alors, c'est l'heure de découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Regardez, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi aujourd'hui, Philippe Candelro. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous êtes patineur artistique, vous avez été 2 fois médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en 94 et 98. Vous êtes désormais surtout l'une des voix du patinage en France aux côtés de Nelson Montfort. Malheureusement. Non, justement, comment c'est de travailler avec lui? Je rigole. C'est génial parce que c'est une personne très avenante, gentille. C'est une bonne personne, en fait. Bon, des fois, il pète un câble comme toute personnalité. Il pète des câbles? Non, mais ça peut arriver, en fait. Mais sinon, voilà, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est un très grand professionnel de ce milieu-là. Et puis, je crois qu'avec le nombre d'années, depuis le temps qu'on travaille ensemble, en fait, on se supporte. De temps, là on se supporte, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on s'aide. Ah oui, ok, dans le sens. Voilà, on ne se supporte pas dans le côté caractériel, parce qu'en fait, on a tous les deux une forte personnalité, on se connaît bien maintenant, et on se côtoie depuis tellement d'années qu'on se connaît bien. Justement, combien d'années? Depuis 2006. Okay. On avait commencé à Turin ensemble, mais on s'est connus avant quand il me commentait, et on avait fait un essai en 99. Vous connaissez depuis très longtemps. À côté vous continuez le patinage? Alors moi, je suis dans la phase un petit peu terminale de mon expression artistique sur glace, puisque c'est l'âge qui fait que j'avais dit qu'à 50 ans, j'arrêterais. J'ai pris 50 ans en février dernier. D'accord. J'ai des problèmes de hanche. J'ai dû faire une opération de la prothèse il y a l'année dernière en avril, mais là, je vais passer la semaine prochaine sur la hanche droite. Ah oui, au moins, je serai équilibré, je serai réparé, et puis après... vous pouvez plus monter sur les patins. Non, parce que regardez, j'ai fait la gauche et j'ai repris les sauts périlleux arrière 4 ou 5 mois après. C'était conseillé? Le médecin a dit, de toute façon, si ça doit péter, c'est que j'ai mal fait mon travail. Donc, quelque part, ça a l'air d'être assez solide. En tout cas, la gauche est très bien passée. Je vois pas pourquoi la droite se passerait pas aussi bien. Le souci, c'est que la jambe droite, dans mon sport, est une jambe importante, puisque c'est une jambe de saut de piqué. Okay. Et aussi ma jambe de réception. Donc en fait, les impacts directs
peuvent être problématiques. Mais de toute façon, à un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter parce que... Et là, vous pensez que ça veut justement dire ça? Oui, je pense que c'est le message, en fait. C'est le corps qui parle, c'est 42 ans de pratique. C'est aussi pour ça que l'arthrose, elle était présente. Hein. C'est pas une surprise pour moi. Mais là, ça fait mal, en fait. Ça fait mal la nuit, ça picote. Donc, à un moment donné, j'ai pas envie de passer mes 15-20 prochaines années à souffrir le martyre. Et comme il y a un peu de musculature qui est restante, du coup, on récupère plus vite. Voilà. Mais est-ce qu'à côté du patinage, il y a d'autres projets en vue? Oui. Alors, le patinage reste quand même... le monde du patinage reste quand même le milieu professionnel dans lequel j'ai évolué depuis 40 ans. Donc, en fait, je connais bien le milieu. Aujourd'hui, je fais beaucoup de consulting pour la construction des nouvelles patinoires. On m'interpelle beaucoup là-dessus. Il y a des projets de création d'écoles de formation pour les métiers artistiques du patinage, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de reconversion pour les athlètes de haut niveau qui souhaiteraient se lancer dans le spectacle. Et c'est pas parce qu'on n'a pas été champion du monde qu'on ne peut pas devenir un super artiste. Donc en fait, il y a tout ce domaine du monde du spectacle qui n'a pas tellement été exploré en France. Et c'est peut-être ce qu'on s'apprête à faire avec mon épouse en essayant d'ouvrir aussi un cabaret sur glace. Toujours rester lié au patinage. Oui, parce qu'Olivia, donc ma femme étant une directrice artistique, chorégraphe, son métier c'est de savoir gérer 30 ou 40 personnes sur scène, ce qui n'est pas le mien. Moi je vais avoir des idées un peu loufoques à lui soumettre, alors comme l'homme et la femme ne sont jamais d'accord. Ah bon? C'est pas une surprise, mais au moins on va dire qu'on connaît bien le travail de l'un et de l'autre. Donc en fait, si on reste chacun à sa place, ça se passe très bien. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Philippe Candelro pour Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika et à demain. On retrouve tout de suite le meilleur de School TV avec le Zap. Ce grand oral, il ne faut pas forcément l'aborder comme une course contre la montre. Oui, on a un temps limité, déterminé, pour pouvoir justement montrer justement ses savoirs et ses acquis et la façon dont on peut à la fois étudier un texte, le manipuler, le mettre en perspective ou sur d'autres types de matières. Mais il faut le prendre avant tout comme un échange, en effet. On est là aussi pour montrer au prof en face de soi qu'on est finalement un lycéen conscient du fait de devoir argumenter, d'être aussi un citoyen. Oui, tout à fait. Je reprendrai votre mot de la confiance, en fait, effectivement. Et la confiance, c'est aussi la confiance, parce que l'oral, c'est la langue, et le véhicule premier, c'est la langue. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir confiance dans sa langue. Nous, chez Évidence B, on travaille sur les fondamentaux, sur ce qui est le plus souvent inné. Et effectivement, parler une langue, c'est absolument donné à tout être humain à la naissance. On a les structures fondamentales pour ça. Et nous, ce qu'on fait dans Adaptive Langue, qui est effectivement disponible pour tous les lycéens d'Île-de-France en particulier gratuitement, en fait, c'est de redonner confiance dans cette langue. Donc, en fait, effectivement, il n'est jamais trop tard pour s'entraîner, pour faire des petits exercices qui vont vous permettre de faire des phrases complètes. Et même à l'oral, c'est sensible, effectivement, de sentir qu'une phrase, elle n'est pas achevée, qu'il lui manque encore la principale, même si on n'a pas besoin de la nommer. Donc, cette confiance dans la langue, elle est absolument indispensable parce que c'est un énorme plafond de verre, en fait. La langue, on l'a vu récemment dans des films comme Le Brio, etc. Et effectivement, en fait, il n'y a aucune raison. Et effectivement, c'est ça qu'il faut peut-être dire aux lycéens aujourd'hui. Ils savent parler la langue. Un petit défaut leur sera tout à fait pardonné. Et voilà, il n'y a rien de plus tétanisant que de ne pas avoir confiance dans sa langue. Donc, si je vous entends bien, le mieux est l'ennemi du bien. Oui, tout à fait, oui, absolument. Et nous, par exemple, ce qu'on montre parce qu'on s'appuie, nous, sur les recherches en linguistique, et c'est qu'effectivement, il faut distinguer des énoncés complètement agrammaticaux, avec des phrases qui ne reposent sur aucune structure, d'énoncés qui ne sont pas totalement standards ou normés. Et au fond, c'est pas si grave que ça de ne pas être totalement dans la norme, parce que, bien sûr, l'objectif, c'est d'arriver à une parfaite élocution, à des phrases, mais entre-temps, les élèves apprennent que finalement, il y a un tout petit hiatus, et c'est pas si grave. Oui, je suis tout à fait d'accord, le mieux est l'ennemi du bien dans ces cas-là. Pourquoi est-ce que c'est important de se dire que, ok, ça y est, c'est le 20 juin, donc a priori, c'est plus le temps de réviser, mais c'est le moment où tous les acquis, justement, de ces longs efforts de révision, de ce grand rétro-planning qu'on a su mettre en place, vont pouvoir, là aussi, eux aussi, se mettre en place et donner, finalement, toute l'ampleur aux révisions qu'on a menées. Ça y est, c'est aujourd'hui que tout se joue.
Alors si on leur dit comme ça, je pense qu'il y a un peu de stress qui peut se créer. Moi, ce que je dirais surtout, c'est que ça compte beaucoup. Voilà, c'est un coef très important, l'oral. Notre ministère l'a voulu parce qu'il faut que la France retrouve son savoir-être, voilà, qui est notre force, pouvoir s'exprimer, etc. Mais c'est avant tout, les professeurs vont vouloir valoriser les élèves. Donc je pense qu'il ne faut pas y aller trop paniquer, il faut se faire confiance. Et vous le dites, il y a beaucoup de choses qui sont déjà derrière nous. Donc là, il faut y aller, se rassurer, se dire qu'on a bossé ou pas suffisamment, mais qu'il y a une vraie carte à jouer. C'est le moment. Voilà. Nous, on a donné plein de tips dans l'appli sur le sujet de regarder l'interlocuteur. On a mis du Pilate, de la sophrologie la veille de l'examen, parce que le plus important, c'est de se faire confiance. Il y a des vrais sujets de timing, que ce soit sur le bac de français ou sur le grand oral du bac. Il faut bien se dire que le professeur n'est pas là non plus avec son chronomètre, donc ça ne sert à rien la veille de refaire, de se dire j'ai 2 minutes de trop. C'est avant tout un échange et c'est fait pour nous construire dans les études supérieures. Donc je crois qu'il faut se faire confiance et faire confiance à l'interlocuteur d'en face. Voilà, le regarder, être souriant, être aimable, et ça devrait honnêtement bien se passer. Majid, c'est très courageux de retourner en cours, de vouloir retourner sur les bancs de l'école. Moi, je peux vous dire, sur un plan personnel, je l'ai fait il y a 5 ans. À 40 ans, j'avais besoin de retourner en cours. Pourquoi vous l'avez fait, vous ? Alors, très tôt, je suis entré en apprentissage en cuisine, dans un métier manuel, parce que, bon, échec scolaire. Je viens, en fait, d'une zone du 93, donc c'était un peu difficile. Je rentre dans le métier. Après, au bout d'un certain temps, on se pose des questions, on évolue. Et il y a un déclic. On se dit... alors moi, pour ma part, personnellement, j'ai été confronté à être représentant du personnel à mon travail. Il a fallu que j'analyse des documents économiques, que je réalise des ordres du jour, que je sois un porte-parole pour les autres. D'accord. Donc à ce moment-là, j'ai très vite compris que j'étais limité, on va dire, dans mes méthodologies, dans ma compréhension du monde. Voilà. Et c'est ça que sert l'école. Mais vous auriez pu faire... il y a pléthore de formations aujourd'hui. Mais le bac, et qui plus est effectivement dans cet établissement, ça vous tenait à cœur, pourquoi ? Alors, le bac... L'école, le système scolaire vous donne le ciment, les fondations. Après, effectivement, plus tard, vous pouvez faire de la formation continue. Mais l'école, il y a quand même, je vais dire, c'est une institution qui remonte à loin, donc il y a vraiment des structures. Et je pense qu'elles sont nécessaires, effectivement, à un certain degré. C'est à raison de combien d'heures de cours par semaine, justement ? Parce qu'on parlait de leur motivation, de leur assiduité. C'est beaucoup de sacrifices pour... Ils mettent leur vie sociale entre parenthèses, ils s'organisent s'ils ont des enfants, parce que certains ont des enfants, ils doivent jongler entre une vie professionnelle, une vie familiale, une vie d'étudiant, en fait. Et donc, il y a une très bonne organisation de leur part, et ils viennent de 18h à 22h tous les soirs. Quoi ? Du lundi au vendredi, et certains travaillent même le samedi matin. Le samedi matin, même en rab, j'ai vu. Voilà. Donc, on passe 3 ans parce qu'on a la volonté de s'en sortir, d'améliorer sa situation ou de s'instruire. On a tous les publics. On a des gens qui n'ont jamais fait d'études, qui sont arrivés en France et qui ont fait tout ici. On a des jeunes qui, quand ils étaient au collège, se sont bien amusés avec les réseaux sociaux, le foot, les jeux vidéo. Les collégiens. Et bon, ils n'ont pas vu filer les années, ils n'ont pas vu qu'il y allait avoir une orientation. Et en général, ils sont partis en vrille. Et ils ont maintenant 22-23 ans, et maintenant ils ont mûri. Et maintenant ils ont compris ce que c'est que d'être non qualifié dans le monde du travail. Donc assez rapidement au final. Et donc ils viennent... de 4-5 ans, ils viennent, d'accord. Okay. Sinon il y a des gens qui travaillent et qui le soir viennent au lycée d'adultes. On a même des retraités. Ah oui. Qui viennent pour le plaisir d'avoir le bac, parce qu'avoir le bac au LMA, c'est le lycée d'adultes. Avant, on disait lycée municipal d'adultes. C'est ça. Maintenant, on dit que lycée d'adultes. Ouais. Donc, on en est resté à LMA, excusez-nous. Mais avoir le bac au lycée d'adultes, c'est extrêmement important. Dans une famille favorisée, c'est pas le bac qu'on regarde, c'est la mention. Mais du coup, Jacques, il y a des gens qui font beaucoup de kilomètres pour venir dans ce lycée qui est unique en France. Certains viennent, font à 22h, prennent un RER et ils n'habitent pas à côté du 14e. Donc, ce sont des gens qui font beaucoup d'efforts, qui ont beaucoup de motivation. Ce qui m'a surpris en vous lisant, c'est que vous disiez que le premier ami du bon orateur, finalement, c'est la lecture et c'est le dictionnaire. C'est pas d'être capable de parler, c'est déjà de s'intéresser à la langue. Ce qui nourrit la parole, c'est la lecture. C'est la lecture qui permet d'abord de se nourrir des idées des autres, de l'imagination des autres, du vocabulaire des autres, et ça nourrit nécessairement la parole.
Le deuxième, c'est d'être capable de structurer son propos, d'articuler sa pensée avant d'articuler tout court. Oui, parce que parler, c'est d'abord avoir quelque chose à dire, c'est d'abord un message. Et un message, s'il est structuré, c'est beaucoup plus facile à la fois pour celui qui le délivre et pour celui qui l'écoute. Et d'ailleurs, l'un des critères du grand oral, c'est la capacité à structurer son argumentation. Parce que c'est quelque chose qui sert dans la vie. Il ne faut pas confondre les choses, parce qu'on s'imagine tous avoir passé de l'oral, le cas échéant, avoir fait preuve d'éloquence, mais parce que les oraux dont vous parlez là, sont finalement, c'est de l'écriture oralisée quelque part. Mais ce n'est pas ce que vous appelez de l'éloquence. C'est quoi la différence en fait ? La différence, c'est que d'abord, dans les oraux, qui sont en réalité des questions de cours, on réciterait son livre, que ce serait pareil. En réalité, ce que j'aime dans l'épreuve du grand oral, c'est qu'elle prépare vraiment à la parole telle qu'on l'aura dans la vie. C'est-à-dire pour un entretien de stage, pour un entretien d'embauche, pour entrer dans l'enseignement supérieur, parce que c'est quelque chose où on vous demande votre avis de citoyen sur des questions de société, des questions professionnelles. C'est une épreuve aussi où vous êtes moteur, c'est-à-dire que vous arrivez avec vos idées, avec la nécessité de les exprimer. Vous le disiez de façon simple, claire et convaincante. C'est pas du tout une épreuve théâtrale. On ne demande pas une épreuve avec des effets de manche. C'est vraiment, dites-moi simplement ce que vous avez sur le cœur. La bonne tonalité, je dis pour les élèves, c'est vous êtes invités chez des parents, des amis de vos parents que vous ne connaissez pas. Vous êtes invités chez des amis de vos parents que vous ne connaissez pas. Eh bien, vous vous exprimez ni jogging, ni smoking. Simplement, vous êtes un jeune de 17, 18 ans et vous exprimez vos idées parce que vous en avez. Les garçons, j'ai passé un moment phénoménal et on m'a soudoyé. Je me suis rendu compte qu'un des chroniqueurs trichait. Mais un tout nombre va de bien. révélations dans cette émission assez incroyable. Vous savez quoi, j'adore cette émission quand il n'y a que des filles en fait. Elles sont plus calmes, c'est pour ça. Merci beaucoup à vous deux, évidemment. C'est la fin de ce grand JT. Merci à toute l'équipe. Mani Pézek à la réalisation, Amanda Montero au son, Colline Amal au make-up, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. schooltv.com pour nous retrouver, canal 247 sur les Freebox. Et on se retrouve demain. Ciao.